Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune des histoires incroyables et émouvantes que nous avons préparées spécialement pour vous. Dans la banlieue de Paris, où le soleil levant peignait les toits d'un doré trompeur, Louise se réveilla avant même que le réveil ne sonne. À 22 ans, elle portait sur ses épaules le poids de subvenir seule aux besoins de sa famille. Avec un soupir, elle se leva, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller sa mère, Madame Cécile, qui dormait dans la chambre voisine, luttant contre une maladie qui lui volait ses forces jour après jour. Louise se regarda dans le miroir fissuré de la petite salle de bain. Ses yeux marrons, autrefois pleins de rêves, reflétèrent maintenant un mélange de détermination et de fatigue. Elle peigna ses cheveux crépus, les attachant en un chignon serré, et enfila l'uniforme impeccablement repassé. C'était un jour de plus de travail dans le manoir des Dubois, l'une des familles les plus riches et influentes de Paris. Avant de partir, Louise embrassa le front de sa mère et laissa le café prêt pour ses jeunes frères, Pierre et Anne, de 12 et 10 ans. « Étudiez bien », murmura-t-elle, même en sachant qu'ils dormaient encore. « L'éducation était la clé pour un avenir meilleur », disait-elle toujours. Le bus bondé serpentait à travers les rues de la ville, emmenant Louise de son quartier modeste jusqu'au luxueux quartier où elle travaillait. À chaque arrêt, elle observait le paysage urbain se transformer, les immeubles devenant plus hauts, les rues plus larges, jusqu'à atteindre sa destination, un monde complètement différent du sien. En passant par les imposantes grilles du manoir du Bois, Louise ressentit le poids familier de l'inégalité. La maison, avec ses colonnes grecques et ses jardins méticuleusement entretenus, était un monument à l'opulence. Elle entra par la porte de service, comme elle le faisait toujours, et fut accueillie par le regard sévère de Madame Eunice, la gouvernante. « En retard encore, Louise ?» Madame Eunice gronda, vérifiant sa montre. « Désolée, Madame Eunice, le bus !» Louise commença à expliquer, mais fut interrompue. « Épargne-moi tes excuses. Monsieur Dubois veut te voir dans son bureau immédiatement. » Le cœur de Louise s'accéléra. Une convocation au bureau du patron n'était jamais un bon signe. Avec des pas hésitants, elle monta les escaliers en marbre, chaque marche semblant plus lourde que la précédente. Auguste Dubois, le patriarche de la famille, était connu pour son tempérament explosif et son intolérance. Grand, aux cheveux gris et aux yeux bleus perçants, il émanait une aura de pouvoir qui faisait que tous ceux qui l'entouraient se sentaient diminués. « Entre !» Sa voix grave résonna lorsque Louise frappa timidement à la porte. Elle entra, gardant les yeux baissés. « Vous vouliez me voir, monsieur Dubois ?» Auguste l'observa un moment, son regard froid parcourant la silhouette de la jeune femme. « Oui, Louise, j'ai une tâche importante pour toi. La semaine prochaine, je recevrai des investisseurs étrangers pour un dîner crucial. Je veux que tu sois responsable de l'organisation de tout. » Louise leva les yeux, surprise. « Moi, monsieur, mais... Madame Eunice ne serait-elle pas plus appropriée pour... Je te donne cette responsabilité. » Auguste l'interrompit brusquement. « Considère cela comme une opportunité de prouver ta valeur. Ne me déçois pas. » La jeune femme déglutit, acquiesçant. « Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux. » Dans les jours qui suivirent, Louise se démena pour organiser le dîner parfait. Elle choisit le menu avec le chef, sélectionna la décoration, coordonna l'équipe de nettoyage. Chaque détail fut pensé et repensé, toujours avec la peur de l'échec planant au-dessus de sa tête. La nuit de l'événement, le manoir du Bois brillait. Louise, vêtue d'un uniforme plus formel, supervisait tout en coulisses. Les invités arrivaient dans des voitures luxueuses, des hommes en costume et des femmes avec des bijoux étincelants. Le dîner se déroulait sans problème. Louise observait de loin, son cœur battant fort à chaque plat servi, à chaque verre rempli. Auguste Dubois semblait satisfait, lançant des regards d'approbation dans sa direction. Lorsque le dernier invité partit, Louise commença à coordonner le nettoyage, épuisée mais soulagée. C'est alors qu'Auguste apparut dans la cuisine. « Louise, viens dans mon bureau », ordonna-t-il. Avec un mélange d'appréhension et d'espoir, elle le suivit. Peut-être allait-elle recevoir un compliment, une prime, quelque chose qui pourrait aider sa famille. Dans le bureau, Auguste se servit une dose de whisky. « Tu as fait du bon travail ce soir », dit-il, sa voix étrangement douce. « Merci, monsieur », répondit Louise, un petit sourire de fierté apparaissant sur ses lèvres. Auguste s'approcha, son regard intense fixé sur elle. « Tu mérites une récompense. » Avant que Louise puisse réagir, il la saisit, la plaquant contre le mur.
L'odeur d'alcool dans son haleine la rendit nauséeuse. « Non, s'il vous plaît, monsieur », elle supplia, essayant de se dérober. Mais Auguste était plus fort. Ses mains explorèrent le corps de Louise avec une brutalité qui la laissa paralysée de peur et de choc. « Tu devrais te sentir honoré », murmura-t-il à son oreille, tout en la violant. Des minutes qui semblèrent une éternité passèrent. Lorsqu'il eut enfin terminé, Auguste s'éloigna, ajustant ses vêtements comme si de rien n'était. « Tu peux partir maintenant », dit-il froidement, « et ne pense même pas à en parler à qui que ce soit. Personne ne te croirait de toute façon. » Louise sortit du bureau en titubant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle prit ses affaires et courut hors du manoir, sentant qu'elle laissait derrière elle non seulement son emploi, mais aussi sa dignité et ses rêves. À l'arrêt de bus désert, Louise s'effondra sanglotant. Bus. Le monde autour d'elle semblait avoir perdu ses couleurs, et l'avenir, autrefois incertain, se montrait désormais sombre et terrifiant. Comment affronterait-elle sa famille? Comment subviendrait-elle aux besoins de sa mère malade et de ses frères? Alors que le bus nocturne approchait, Louise se leva, essuyant ses larmes. Elle ne savait pas comment, mais elle devait trouver la force de continuer. Pour sa famille, pour elle-même, elle devait être forte. Le bus partit, emmenant Louise de retour chez elle. Le manoir du bois resta derrière, imposant et sinistre sous le clair de lune. Mais l'histoire de Louise, une histoire de lutte, de dépassement et de justice, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent l'incident au manoir du bois furent un flou de douleur et de confusion pour Louise. Elle errait dans la maison comme un fantôme, incapable d'expliquer à sa famille ce qui s'était passé. Madame Cécile, même affaiblie par la maladie, percevait que quelque chose allait terriblement mal chez sa fille. « Ma fille, que s'est-il passé ?» demanda un matin Madame Cécile, tenant la main de Louise avec le peu de force qui lui restait. Louise sentit les larmes monter à ses yeux. « J'ai perdu mon emploi, maman », réussit-elle à dire, omettant la vérité dévastatrice qui la consumait de l'intérieur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre et Anne, qui jouaient dans la chambre voisine, s'arrêtèrent en entendant le sanglot étouffé de leur sœur aînée. « Tout ira bien, ma fille », murmura Madame Cécile, caressant les cheveux de Louise. « Tu es forte. Nous surmonterons cela ensemble. » Les paroles de sa mère, bien que réconfortantes, ne pouvaient effacer le traumatisme que Louise portait. Dans les semaines suivantes, elle se força à chercher un nouvel emploi, sachant que les factures n'attendraient pas et que les médicaments de sa mère coûtaient cher. C'est lors d'une de ces recherches désespérées que Louise rencontra Juliette, son amie d'enfance, qui travaillait dans un petit café au centre de la ville. « Louise, ça fait si longtemps !» s'exclama Juliette, l'embrassant avec force. Mais son sourire s'effaça rapidement en remarquant le regard vide de son amie. Que t'est-il arrivé? Dans un moment de faiblesse, Louise s'effondra. Là, au milieu du café, elle raconta tout à Juliette. L'abus, le licenciement, la peur qui la paralysait. Juliette écouta tout avec horreur et compassion. « Tu dois dénoncer ce monstre, Lou, » dit-elle, serrant les mains de son amie. Louise secoua la tête, vaincue. « Qui me croirait, Jus? Il est Auguste Dubois. Je ne suis que... moi. » « Peu importe, » insista Juliette. « Ce qu'il a fait est un crime, peu importe qui il est. » Avant que Louise ne puisse répondre, une vague de nausée la submergea. Elle courut aux toilettes du café, vomissant violemment. C'est alors qu'une pensée terrible traversa son esprit. Et si elle était enceinte? Les jours suivants furent un tourbillon. Louise fit un test de grossesse, priant pour qu'il soit négatif. Mais le destin avait d'autres plans. 2 lignes roses brillantes confirmèrent son pire cauchemar. Désespérée et ne sachant que faire, Louise décida de confronter Auguste Dubois. Le cœur battant furieusement, elle se dirigea vers le manoir où, pas si longtemps auparavant, elle travaillait. Auguste la reçut dans son bureau, son visage un masque de dédain. « Que veux-tu ici ? Je suis enceinte, » dit Louise, sa voix tremblante. Le visage d'Auguste pâlit un instant, mais il se reprit rapidement. « Et qu'attends-tu de moi ? » « J'ai besoin d'aide, » supplia Louise. « Pour les soins médicaux, pour... » « Écoute bien, » l'interrompit Auguste, sa voix froide comme la glace. « Si tu penses à me faire chanter, tu te trompes lourdement. Personne ne te croira. Ce sera ta parole contre la mienne. Et devine quoi, la mienne vaut beaucoup plus. » Il se leva, la dominant de toute sa hauteur. « Sors d'ici maintenant, avant que j'appelle la sécurité. Et si tu oses raconter cela à quelqu'un, je ferai de ta vie un enfer. Compris ?»
Louise sortit du manoir sous le choc, les menaces d'Auguste résonnant dans ses oreilles. Elle erra dans les rues, perdue et sans but, jusqu'à se retrouver à nouveau dans le café de Juliette. « Lou, que s'est-il passé ?» demanda Juliette, alarmée par l'état de son amie. Entre deux sanglots, Louise raconta la grossesse et la confrontation avec Auguste. Juliette la serra fort dans ses bras, offrant un réconfort silencieux. « Tu n'es pas seule dans cette épreuve, » dit finalement Juliette. « Nous allons trouver une solution. » C'est à ce moment-là qu'un jeune homme s'approcha de leur table. Grand, portant des lunettes et arborant un sourire gentil, il se présenta sous le nom de Michel. « Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit-il. « Je suis avocat bénévole dans un cabinet d'assistance juridique. Peut-être puis-je aider ?» Louise le regarda avec méfiance, mais Juliette hocha la tête en signe d'encouragement. « Tu peux lui faire confiance, Lou. Michel vient ici souvent, il est vraiment bien. » Réticente, Louise commença à raconter son histoire à Michel. Le jeune avocat écouta attentivement, son visage se tordant d'indignation à mesure qu'elle narrait les événements. « Ce qu'Auguste Dubois a fait est un crime grave, » dit Michel lorsqu'elle eut terminé. « Je sais que tu as peur, mais il existe des lois pour protéger les victimes comme toi. Nous pouvons construire un dossier solide. » « Mais que faire face à ces menaces ?» demanda Louise, la peur évidente dans sa voix. « Cela aussi est un crime, » expliqua Michel. « Intimidation de témoins. Nous pouvons utiliser cela contre lui. » Pour la première fois depuis des semaines, Louise sentit une petite étincelle d'espoir. « Tu penses vraiment que nous pouvons le vaincre ?» Michel sourit, déterminé. « Ce ne sera pas facile, mais oui, je crois que nous pouvons. Et plus important encore, je crois que c'est la bonne chose à faire. Non seulement pour toi, mais pour toutes les autres femmes qu'il a pu blesser ou pourrait blesser. » Louise regarda Juliette, qui tenait sa main en signe de soutien, puis Michel. Lentement, elle acquiesça. « D'accord, essayons. » À ce moment-là, dans le petit café, une alliance improbable se forma. Louise, la jeune domestique enceinte et traumatisée. Juliette, l'amie loyale déterminée à aider. Et Michel, l'avocate idéaliste prête à affronter l'un des hommes les plus puissants de la ville. Le chemin à venir serait long et difficile, rempli d'obstacles et de dangers. Mais pour Louise, c'était un premier pas vers la justice et la récupération de sa dignité. Alors que le soleil se couchait dehors, projetant de longues ombres sur les rues de la ville, Louise sentit pour la première fois depuis cette nuit fatidique qu'il y avait peut-être, juste peut-être, une lumière au bout du tunnel. Les semaines qui suivirent la décision de Louise de chercher justice furent un tourbillon d'émotions et de défis. Avec l'aide de Michel, elle commença à naviguer dans le complexe système juridique, tout en luttant pour maintenir sa famille unie et gérer sa grossesse inattendue. Un matin d'automne, Louise se retrouva assise dans le petit bureau d'avocat où Michel travaillait comme bénévole. L'endroit était modeste, avec des piles de papier sur toutes les surfaces disponibles et un ventilateur bruyant qui luttait contre la chaleur persistante. « Louise, je veux que tu rencontres la docteure Renée Soares, » dit Michel, présentant une femme d'âge moyen aux yeux perçants et au sourire gentil. « Elle est l'une des meilleures avocates spécialisées dans des cas comme le tien. »« Docteur, » Renée serra fermement la main de Louise. « Michel m'a parlé de ta situation. Je veux que tu saches que nous sommes là pour nous battre pour toi. » Louise acquiesça, ressentant un mélange de gratitude et d'appréhension. « Merci, mais comment allons-nous faire cela? Auguste Dubois est si puissant. »« Le pouvoir ne signifie pas l'impunité, » répondit Dr Renée avec conviction. « Nous avons la loi de notre côté. Et plus important encore, nous avons la vérité. » Dans les jours qui suivirent, Louise travailla sans relâche avec Michel et Dr Renée, se remémorant chaque détail douloureux de cette nuit fatidique. C'était un processus agonisant, mais chaque jour elle se sentait un peu plus forte, un peu plus déterminée. Pendant ce temps, chez elle, Louise faisait face à un autre défi, raconter la vérité à sa famille. Une nuit, elle rassembla son courage et s'assit avec Madame Cécile, Pierre et Anne dans le petit salon. « Maman, les enfants, j'ai quelque chose d'important à vous dire, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Madame Cécile prit la main de sa fille, ses yeux pleins d'inquiétude. « Qu'y a-t-il, ma fille ?» Louise prit une profonde inspiration et commença à tout raconter. L'abus, la grossesse, le processus juridique qu'elle entamait. Les larmes coulaient librement sur son visage, mais sa voix resta ferme. Lorsqu'elle eut terminé, le silence dans la pièce était palpable. Ce fut Anne, avec ses 10 ans, qui le brisa la première, se jetant dans les bras de sa sœur aînée. « Nous t'aimons, Lou, »
sanglota-t-elle, « cet homme méchant ne te fera plus de mal. » Pierre, essayant de paraître fort malgré les larmes dans ses yeux, hocha vigoureusement la tête. « C'est ça, personne ne touche à notre famille. » Madame Cécile, bien que visiblement ébranlée, embrassa Louise avec toute la force que sa condition permettait. « Ma fille courageuse, » murmura-t-elle. « Nous allons affronter cela ensemble. » Le soutien inconditionnel de sa famille donna à Louise une nouvelle vague de détermination. Elle se consacra encore plus à l'affaire, travaillant 2 fois plus au café de Juliette pour subvenir aux besoins de sa famille pendant que le procès avançait. Cependant, à mesure que l'affaire prenait forme, les menaces commencèrent. D'abord, ce furent des appels anonymes au milieu de la nuit. Ensuite, des lettres menaçantes laissées dans la boîte aux lettres. Louise essayait de ne pas montrer, mais la peur la consumait de l'intérieur. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, Louise remarqua une voiture sombre la suivant lentement. Son cœur s'emballa. Elle accéléra le pas, tournant rapidement dans une rue latérale. La voiture accéléra, réduisant la distance. Paniquée, Louise courut, ses pieds frappant fort contre l'asphalte. Elle pouvait entendre le moteur de la voiture rugir derrière elle. Tournant à un autre coin, elle aperçut le café de Juliette. Avec un dernier effort, elle se précipita à l'intérieur, haletante et tremblante. Juliette se précipita pour l'aider. « Lou, que s'est-il passé ?» Entre 2 souffles, Louise expliqua la voiture. Juliette verrouilla immédiatement la porte du café et appela la police. Lorsque Michel arriva, quelques minutes plus tard, il trouva Louise encore tremblante, enveloppée dans une couverture et tenant une tasse de thé chaud. « Ça doit s'arrêter, » dit-il, la colère évidente dans sa voix. Nous allons ajouter l'intimidation de témoins aux accusations. Ce soir-là, réunis dans le petit appartement de Louise, Michel, Dr René et Juliette discutèrent des prochaines étapes. « Nous avons besoin de plus de preuves, » argumenta Dr René. « Des témoins, tout ce qui pourrait corroborer l'histoire de Louise. »« Mais qui témoignerait contre Auguste Dubois ?» questionna Juliette. Ce fut alors que Louise eut une idée. Et si ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela? Le silence qui suivit fut lourd. Michel fut le premier à parler. « Tu penses qu'il pourrait y avoir d'autres victimes ?» Louise acquiesça lentement. Il semblait expérimenté, comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Dr René se pencha en avant, ses yeux brillants de détermination. « Si nous pouvons trouver d'autres victimes prêtes à témoigner, cela pourrait tout changer. » La recherche d'autres victimes potentielles d'Auguste Dubois commença. Michel et Dr René fouillèrent dans les anciens dossiers, cherchant des motifs, des plaintes classées, tout ce qui pourrait mener à d'autres femmes ayant vécu la même chose que Louise. Pendant ce temps, la grossesse de Louise avançait. Malgré les circonstances, elle se surprenait à parler au bébé la nuit, lui promettant un avenir meilleur, un monde où la justice prévaudrait. Des semaines passèrent sans grand progrès, jusqu'à ce qu'un jour, Michel entra en trombe dans le café, les yeux brillants d'excitation. « Nous avons trouvé quelqu'un, » annonça-t-il, baissant la voix, une ancienne employée du manoir Dubois. Elle est prête à parler. Le cœur de Louise accéléra. Pour la première fois en mois, elle ressentit une véritable étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, la justice n'était-elle pas un rêve impossible. Ce soir-là, allongée dans son lit, Louise caressa son ventre déjà visible. « Nous allons y arriver, petit, » murmura-t-elle. « Maman te le promet. » À l'extérieur, la ville de Paris continuait son rythme effréné, indifférente au drame qui se déroulait. Mais dans les couloirs du pouvoir, dans les bureaux d'avocats et dans les salles de réunion, le nom de Louise commençait à résonner. La bataille était loin d'être terminée, mais la jeune femme qui autrefois n'était qu'une simple domestique devenait maintenant le symbole d'une lutte bien plus grande. Le jour du face-à-face final approchait, et Louise, bien que toujours effrayée, était prête à l'affronter la tête haute. L'automne cédait la place à l'hiver à Paris, et avec le changement des saisons, la vie de Louise passait également par des transformations profondes. Son ventre grossissait chaque jour, un rappel constant de la bataille qu'elle menait non seulement pour elle-même, mais aussi pour son enfant à naître. Un matin froid de juin, Louise, Michel et Dr René se réunirent dans le cabinet d'avocat pour rencontrer Claire, l'ancienne employée du manoir Dubois, qui avait accepté de témoigner. L'air était tendu lorsque Claire entra, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués, portant le poids de secrets gardés trop longtemps. « Merci d'être venue, Claire », commença doucement Dr René. « Nous savons que ce n'est pas facile pour vous. » Claire acquiesça, ses yeux se fixant sur Louise. «
Quand j'ai lu ton histoire dans le journal, j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieuse. Ce qu'Auguste Dubois t'a fait, il me l'a fait aussi, il y a 15 ans. » Un silence lourd tomba sur la salle. Louise sentit son cœur se serrer, un mélange de compassion et de colère grandissant en elle. « Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» demanda gentiment Michel. Claire prit une profonde inspiration et commença son histoire. Elle décrivit comment Auguste l'avait harcelée à plusieurs reprises, utilisant sa position de pouvoir pour la réduire au silence. Quand elle avait enfin trouvé le courage de le dénoncer, elle avait été licenciée et menacée. « Il m'a dit qu'il détruirait ma vie si je parlais », conclut Claire, des larmes coulant sur son visage. « J'avais 2 jeunes enfants à l'époque. Je ne pouvais pas prendre ce risque. » Louise se leva et embrassa Claire, toutes deux pleurant silencieusement. À cet instant, un lien profond se forma entre les 2 femmes, unies par des expériences douloureusement similaires. Avec le témoignage de Claire, l'affaire gagna en force. Dr René travailla sans relâche pour préparer l'accusation, tandis que Michel continuait à enquêter, cherchant plus de preuves pour renforcer le dossier. Pendant ce temps, la vie de Louise continuait. Elle travaillait toujours au café de Juliette, maintenant avec un ventre de 6 mois qu'elle ne pouvait plus cacher. Les clients réguliers, qui avaient suivi son histoire dans les journaux, offraient des mots de soutien et d'encouragement. Un après-midi, alors que Louise servait du café, un homme entra dans le café. Quelque chose dans son comportement la rendit inquiète. Il s'assit dans un coin, l'observant intensément. Lorsque Louise s'approcha pour prendre sa commande, il fit glisser une enveloppe sur la table. « Monsieur Dubois aimerait que vous reconsidériez vos actions », dit-il à voix basse. Les mains tremblantes, Louise ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque d'une somme astronomique et une note « Pour votre silence et l'avenir de votre enfant ». Pendant un bref instant, Louise hésita. L'argent pourrait résoudre tant de problèmes. Mais ensuite, elle pensa à sa mère, à ses frères, à Claire et à toutes les autres femmes qui pourraient souffrir si elle se taisait. D'un geste décidé, Louise déchira le chèque en morceaux. « Dites à Monsieur Dubois que mon silence n'est pas à vendre », déclara-t-elle, sa voix ferme malgré la peur qu'elle ressentait. L'homme partit rapidement, et Louise appela immédiatement Michel pour signaler l'incident. Cette tentative de subornation deviendrait une preuve supplémentaire contre Auguste Dubois. Les semaines passaient et la date du procès approchait. Les médias commençaient à s'intéresser de plus près à l'affaire, divisant l'opinion publique. Alors que beaucoup soutenaient Louise, d'autres remettaient en question ses motivations, l'accusant de tenter d'extorquer un homme puissant. La pression sur Louise augmentait chaque jour. Elle commença à recevoir des menaces plus fréquentes, certaines visant non seulement elle, mais aussi sa famille. Inquiet pour sa sécurité, Michel réussit à convaincre un juge d'accorder une protection policière pour Louise et sa famille. Une nuit, alors que Louise rentrait chez elle escortée par un policier, une voiture surgit de nulle part à grande vitesse, se dirigeant directement vers elle. Le policier réussit à pousser Louise hors du chemin à la dernière seconde, mais ne fut pas assez rapide pour se sauver lui-même. L'impact fut violent, laissant le policier gravement blessé et Louise en état de choc. À l'hôpital, entourée de sa famille, de Michel et de Juliette, Louise luttait contre la peur et la culpabilité. « Peut-être devrais-je abandonner », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je ne peux pas mettre plus de gens en danger. » Ce fut Madame Cécile qui parla, sa voix faible mais déterminée. « Ma fille, tu te bats pour quelque chose de plus grand que nous tous. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Michel acquiesça, tenant la main de Louise. « Cet attentat ne fait que prouver que nous nous approchons de la vérité. Auguste Dubois est désespéré. » Cette nuit-là, allongée dans son lit d'hôpital, Louise prit une décision. Elle ne reculerait pas. Pour elle-même, pour son enfant, pour Claire et pour toutes les autres victimes qui n'avaient pas encore voix au chapitre, elle irait jusqu'au bout. Le lendemain matin, à la surprise de tous, Louise demanda à parler à la presse. Devant les caméras, avec Michel à ses côtés, elle fit une déclaration courageuse. « Je suis Louise Martin. Je suis une employée de maison, une fille, une sœur et une future mère. J'ai été abusée par Auguste Dubois, un homme qui croit que son pouvoir et son argent le placent au-dessus des lois. Je suis ici pour dire que je ne me tairai pas, je ne me laisserai pas intimider. Et j'invite toutes les autres femmes qui ont pu vivre la même chose à se joindre à moi. Ensemble, nous pouvons obtenir justice. » Le discours de Louise se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Dans les heures qui suivirent, le cabinet de docteur
René fut inondé d'appels d'autres femmes prêtes à témoigner contre Auguste Dubois. Pendant ce temps, dans le manoir Dubois, Auguste regardait la déclaration de Louise avec un mélange de rage et de peur. Il savait que sa forteresse de pouvoir et d'influence commençait à s'effondrer. Dans un accès de fureur, il jeta son verre de whisky contre la télévision. « Cette fille va regretter d'être née », grogna-t-il à son avocat. « Utilise tous les moyens que nous avons. Détruis-la. » La scène était prête pour une bataille épique dans les tribunaux. D'un côté, Auguste Dubois, avec tout son pouvoir et son influence. De l'autre, Louise, une jeune femme enceinte déterminée à obtenir justice, soutenue par une armée croissante de femmes qui ne se tairaient plus. À mesure que le jour du procès approchait, la tension dans la ville était palpable. Tout le monde savait que, quel que soit le résultat, la vie à Paris ne serait plus jamais la même après l'affaire Louise contre Dubois. Le jour du procès arriva, apportant avec lui une atmosphère électrique qui planait sur Paris. Le palais de justice, habituellement un lieu de routine juridique, se transforma en épicentre d'une bataille qui captiva l'attention de tout le pays. Louise, maintenant dans son 8e mois de grossesse, arriva au tribunal escortée par des policiers et entourée d'une foule de supporters. Vêtue d'une robe simple mais élégante, elle marchait la tête haute, la détermination inscrite dans chacun de ses pas. De l'autre côté, Auguste Dubois arriva dans une limousine blindée, entourée d'une armée d'avocats coûteux et d'attachés de presse. Son visage, autrefois l'image de la confiance arrogante, trahissait maintenant des signes d'inquiétude. À l'intérieur du tribunal, l'air était dense de tension. Le juge, un homme d'âge moyen aux yeux perçants, observait la salle bondée avec une expression grave. « Ce tribunal est en session », annonça l'huissier, et un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Les prochaines heures furent une montagne russe d'émotions. L'accusation, dirigée par Dr René, présenta un dossier méticuleusement construit. Louise fut la première à témoigner. Sa voix d'abord tremblante, gagnant en force à mesure qu'elle relatait son expérience. « Il m'a pris bien plus que mon emploi cette nuit-là », conclut Louise, regardant directement Auguste. « Il a essayé de me prendre ma dignité, ma voix. Mais je suis ici aujourd'hui pour les récupérer. » Claire fut la suivante, son témoignage corroborant le comportement habituel d'Auguste. Une à une, d'autres femmes se présentèrent, chaque histoire faisant écho à la précédente dans un chœur dévastateur d'abus et de silence imposé. La défense d'Auguste contre-attaqua férocement. Son avocat principal, un homme connu pour son agressivité dans les tribunaux, tenta de discréditer chaque témoin, peignant un tableau de conspiration et d'extorsion. « Mesdames et messieurs du jury, » argumenta-t-il, « ce que nous voyons ici est une tentative orchestrée de détruire la réputation d'un homme honorable. Ces femmes, menées par une employée de maison ambitieuse, essaient d'extorquer des millions à M. Dubois. » Le procès s'étendit sur plusieurs jours, chaque session plus intense que la précédente. Les médias couvraient chaque développement, transformant Louise en un symbole de résistance pour certains et de controverse pour d'autres. Dans un retournement de situation surprenant, Michel réussit à localiser un ancien garde de sécurité du manoir Dubois, prêt à témoigner. Son témoignage révéla qu'il avait été instruit à plusieurs reprises de nettoyer les preuves de rencontres compromettantes de son patron. Pendant que l'affaire se déroulait au tribunal, la vie en dehors continuait tumultueuse. Louise recevait des menaces quotidiennes, certaines visant même le bébé qu'elle portait. Sa famille vivait dans un état constant d'alerte, protégée 24 heures sur 24. Une nuit, après une journée particulièrement épuisante au tribunal, Louise ressentit les premières contractions. Paniquée, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, craignant que le stress n'ait précipité l'accouchement. À l'hôpital, entourée de sa famille, de Michel et de Juliette, Louise affronta des heures de travail. Tandis qu'elle luttait pour mettre sa fille au monde, elle ne pouvait s'empêcher de penser au procès, à la justice qui restait à venir. Aux premières heures du matin, Maria naquit, une fille en bonne santé et forte, son cri résonnant dans les couloirs de l'hôpital comme un cri d'espoir. Tenant sa fille dans ses bras, Louise ressentit une nouvelle vague de détermination. « Pour toi, ma petite, murmura-t-elle, je vais continuer à me battre. » La naissance de Maria apporta une nouvelle dimension à l'affaire. Des images de Louise, une jeune mère luttant contre un puissant homme d'affaires, inondèrent les réseaux sociaux et les journaux télévisés, augmentant encore la pression sur Auguste Dubois. Lorsque le procès reprit, Louise retourna au tribunal avec une force renouvelée. Son témoignage final avec Maria dans ses bras émut même les plus sceptiques.
Cet enfant, dit-elle, sa voix ferme, mérite de grandir dans un monde où la justice prévaut sur le pouvoir, où la vérité ne peut être achetée ou réduite au silence. À mesure que le procès approchait de sa fin, la tension dans la ville atteignit son paroxysme. Des manifestations en soutien à Louise se tenaient quotidiennement devant le tribunal, tandis que les alliés d'Auguste mobilisaient leurs ressources dans une dernière tentative d'influencer l'opinion publique. La veille du verdict, Louise reçut une visite inattendue chez elle, désormais protégée. C'était l'épouse d'Auguste, une femme élégante qui était toujours restée en arrière-plan. « J'ai toujours su », dit-elle, sa voix chargée d'émotion, « mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Tu m'as inspirée, Louise. Demain, je serai au tribunal pour te soutenir. » Cette révélation finale ébranla les fondations de l'Empire du Bois. Le matin suivant, lorsque le jury se réunit pour annoncer sa décision, l'air était chargé d'attente. Le juge regarda la salle bondée, son marteau prêt à sceller le destin d'Auguste Dubois et avec lui potentiellement changer le cours de la justice dans le pays. « Le jury est-il parvenu à un verdict ?» demanda-t-il. Le représentant du jury se leva, tenant un morceau de papier qui portait le poids de tant d'espoirs et de peurs. « Oui, monsieur le juge », répondit-il. Alors que le représentant se préparait à lire le verdict, Louise serra Maria contre elle, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre les murmures anxieux autour d'elle. C'était le moment qui définirait non seulement son avenir, mais celui de tant d'autres femmes qui avaient trouvé le courage dans sa lutte. Le silence dans le tribunal était assourdissant, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini. Le destin d'Auguste Dubois, et avec lui le message que la société enverrait sur le pouvoir, l'abus et la justice, était sur le point d'être révélé. Le silence dans le tribunal était si dense qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les yeux étaient fixés sur le représentant du jury qui déplia lentement le papier contenant le verdict. Nous, le jury, déclarons l'accusé, Auguste Dubois, coupable de toutes les accusations. La salle explosa en une mêlée d'applaudissements, de cris et de sanglots. Louise, avec Maria dans ses bras, laissa les larmes couler librement sur son visage, un mélange de soulagement, de joie et d'un sentiment accablant de justice enfin rendu. Auguste Dubois, qui quelques instants auparavant affichait une façade de confiance, s'effondra dans sa chaise, la réalité de sa chute le frappant enfin. Ses avocats commencèrent immédiatement à discuter des stratégies d'appel, mais le mal était fait. L'ancien magnate intouchable faisait maintenant face à des années de prison et à la destruction de son empire. Alors que le juge se préparait à annoncer la sentence, Dr René s'approcha de Louise. « Tu as réussi, Louise, » dit-elle, les yeux brillants de fierté. « Tu n'as pas seulement gagné ton procès, mais tu as ouvert la voie à tant d'autres femmes pour qu'elles cherchent justice. » Le juge frappa de son marteau, faisant taire la salle. « Auguste Dubois, ce tribunal vous condamne à 15 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. De plus, vous êtes tenu de payer des indemnités substantielles à toutes les victimes identifiées. » Alors qu'Auguste était emmené sous garde, Louise fut entourée par une foule de journalistes et de supporters. Michel, agissant comme un bouclier protecteur, l'aida à naviguer à travers la foule jusqu'à l'extérieur du tribunal. Sur les marches du palais de justice, Louise se retrouva face à une foule de caméras et de micros. Respirant profondément, elle décida de faire une déclaration. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire pour moi ou pour les autres femmes qui ont souffert aux mains d'Auguste Dubois. C'est une victoire pour toutes les voix qui ont été réduites au silence, pour tous ceux qui ont cru que le pouvoir et l'argent étaient au-dessus des lois. Ce verdict nous montre que la justice est possible, que la vérité peut prévaloir. Mais notre lutte ne s'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup de Louise là-dehors, luttant leur propre bataille. À elles, je dis, n'abandonnez pas. Votre voix compte, votre vérité compte. Ces paroles furent accueillies par une ovation tonitruante. À cet instant, Louise cessa d'être simplement une employée de maison qui avait affronté son agresseur. Elle devint un symbole d'espoir et de résistance. Dans les jours qui suivirent, l'affaire eut des répercussions qui s'étendirent bien au-delà du tribunal. L'empire commercial d'Auguste Dubois commença à s'effondrer, les investisseurs retirant leur soutien et les partenaires commerciaux prenant leur distance. L'épouse d'Auguste, inspirée par le courage de Louise, demanda le divorce et annonça son intention d'utiliser sa part de la fortune pour créer une fondation de soutien aux victimes d'abus. Pour Louise, la victoire apporta non seulement la justice,
mais aussi des défis inattendus. Son histoire inspira un mouvement national, avec des femmes de tout le pays partageant leurs propres expériences d'abus et de harcèlement. Des organisations de défense des droits des femmes la sollicitaient pour qu'elle devienne porte-parole, et des politiciens cherchaient son soutien pour de nouvelles législations. En plein cœur de toute cette agitation, Louise lutta pour trouver un nouvel équilibre dans sa vie. L'attention constante des médias était épuisante, et elle aspirait à des moments de paix avec sa fille et sa famille. Un après-midi, alors qu'elle allaitait Maria dans son petit appartement, maintenant décoré de fleurs et de cartes de soutien venues de tout le pays, Louise reçut une visite inattendue. C'était Claire, l'ancienne employée dont le courage de témoigner avait été crucial pour l'affaire. « Je suis venue te remercier, » dit Claire, s'asseyant à côté de Louise. « Ce que tu as fait a tout changé. Pas seulement pour nous, mais pour tant d'autres. » Louise sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Nous l'avons fait ensemble, Claire, toutes ensemble. » Les deux femmes parlèrent pendant des heures, partageant leurs espoirs pour l'avenir et discutant de la manière dont elles pourraient utiliser leurs expériences pour aider d'autres femmes. Pendant ce temps, au cabinet d'avocats, Michel et Docteur. René faisait face à une avalanche de nouveaux cas. Le succès de l'affaire Dubois avait encouragé davantage de victimes à se manifester, non seulement contre des figures puissantes, mais aussi dans des cas de violence domestique et de harcèlement au travail. « Je crois que nous venons de lancer une révolution », commenta Michel, regardant la pile de dossiers sur son bureau. Docteur. René acquiesça, un éclat de détermination dans les yeux. Et ce n'est que le début. Au café de Juliette, devenu un point de rencontre pour les activistes et les supporters du mouvement, on discutait de la création d'un réseau de soutien pour les victimes d'abus. Juliette, inspirée par le parcours de son amie, était en première ligne de ses efforts. À mesure que les semaines passaient, Louise trouva peu à peu un nouveau but. Elle commença à donner des conférences dans des écoles et des universités, partageant son histoire et encourageant les jeunes, en particulier les femmes, à connaître leurs droits et à avoir le courage de se manifester contre les injustices. Lors d'une de ces conférences, Louise rencontra une jeune étudiante en droit nommée Fernande, qui lui rappelait beaucoup elle-même quelques années auparavant. Fernande confia à Louise qu'elle avait également été victime d'abus, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de dénoncer. « Ton histoire m'a donné de l'espoir, » dit Fernande, les larmes aux yeux. « Maintenant, je sais que je peux me battre aussi. » C'est à ce moment-là que Louise réalisa l'impact véritable de son parcours. Il ne s'agissait pas seulement de justice pour elle-même ou de punir Auguste Dubois. Il s'agissait de changer la narration, de briser le cycle de silence et de peur qui permettait aux abus de continuer. En rentrant chez elle ce soir-là, avec Maria endormie paisiblement dans ses bras, Louise réfléchit au chemin qui l'avait menée jusqu'ici, de la jeune employée de maison effrayée à la femme forte et déterminée qu'elle était devenue. Elle savait que la route à venir serait encore longue et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, Louise regardait l'avenir avec un véritable espoir. L'affaire Dubois était terminée, mais la lutte pour la justice et l'égalité ne faisait que commencer, et Louise était prête à mener le combat. 1 an s'était écoulé depuis le verdict historique dans l'affaire Dubois. La vie de Louise avait été transformée de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant âgée de 23 ans, elle se trouvait partagée entre son rôle de mère, d'activiste et d'étudiante universitaire. Grâce à une bourse d'études offerte par une fondation de soutien aux femmes victimes de violences, Louise avait entamé des études de droit. Ses matinées étaient remplies de cours, tandis que ses après-midi étaient à consacrer à s'occuper de Maria et à participer à des événements et de conférences en tant que porte-parole du mouvement qu'elle avait involontairement initié. Par une matinée ensoleillée de samedi, Louise se préparait pour un événement important, l'inauguration du Centre de soutien Renaissance, une organisation à but non lucratif dédiée à offrir une assistance juridique, psychologique et professionnelle aux femmes victimes d'abus. Le centre était le fruit de mois de travail acharné, né de la collaboration entre Louise, Claire, Docteur, René et de nombreuses autres femmes inspirées par son combat. Alors qu'elle ajustait la robe de fête de Maria, Louise entendit frapper à la porte. C'était Michel, venu les chercher pour l'événement. « Prête pour le grand jour ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Louise hocha la tête, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes arrivés si loin. » En route vers le centre, Louise réfléchit à la manière dont sa relation avec Michel avait évolué au cours de l'année écoulée.
Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle s'était transformé en une profonde amitié et récemment en quelque chose de plus. Bien que tous deux soient prudents quant à étiqueter leur relation, l'affection et le respect mutuel qu'ils partageaient étaient évidents. La cérémonie d'inauguration du Centre Renaissance fut un succès retentissant. Des dizaines de femmes, dont beaucoup avaient été inspirées par l'histoire de Louise, étaient présentes pour offrir leur soutien et se porter volontaires. Parmi les invités se trouvait Fernande, l'étudiante en droit que Louise avait rencontrée quelques mois auparavant. Désormais, Fernande était l'une des coordinatrices du programme d'assistance juridique du centre. Pendant son discours d'ouverture, Louise fut submergée par une émotion intense. « Ce centre, dit-elle, la voix tremblante, est un symbole d'espoir. C'est la preuve que, ensemble, nous pouvons transformer notre douleur en force, notre lutte en changement. » Après la cérémonie, alors que Louise conversait avec certaines des femmes présentes, une journaliste l'aborda. « Mademoiselle Martin, félicitations pour l'inauguration, » commença la journaliste. « Mais je dois vous demander, comment répondez-vous aux critiques selon lesquelles vous tirez profit de votre histoire de victimisation ?» La question prit Louise par surprise. Elle inspira profondément, consciente que sa réponse serait cruciale. « Mon combat n'a jamais été pour des gains personnels, » répondit-elle calmement. « Chaque centime que j'ai reçu en indemnisation et en dons a été investi dans ce centre et dans des programmes de soutien aux autres femmes. Je ne suis pas une victime qui profite de son histoire. Je suis une survivante qui utilise son expérience pour aider les autres. » La réponse de Louise fut largement saluée, mais l'incident servit de rappel que sa position de figure publique la rendait également vulnérable aux critiques et aux questions. Dans les semaines qui suivirent, Louise fit face à de nouveaux défis. L'exposition constante dans les médias commença à affecter sa vie personnelle et académique. Elle eut du mal à concilier ses études avec ses responsabilités de mère et de figure publique. Une nuit, épuisée après une longue journée de cours et une session de conseil au centre, Louise éclata en larmes dans les bras de Michel. « Parfois, j'ai l'impression de me perdre au milieu de tout ça, » confessa-t-elle. « Je veux aider les autres femmes, mais je veux aussi être une bonne mère pour Maria et obtenir mon diplôme universitaire. Comment puis-je tout faire ?» Michel l'enlaça tendrement. « Tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules, Louise. Il est normal de demander de l'aide. Il est normal de dire non parfois. Tu as déjà fait plus que beaucoup ne feraient en une vie entière. » Ces paroles servirent de réveil pour Louise. Elle réalisa qu'elle devait trouver un équilibre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le bien de Maria et de toutes les personnes qui comptaient sur elle. Avec l'aide de Dr René et de Claire, Louise commença à déléguer davantage de responsabilités au Centre Renaissance. Elle réduisit ses apparitions publiques, se concentrant sur des événements plus significatifs et consacrant plus de temps à ses études et à sa fille. Pendant ce temps, l'affaire Dubois continuait d'avoir des répercussions. Inspirés par le courage de Louise, des employés d'autres entreprises commencèrent à dénoncer des cas de harcèlement et d'abus de pouvoir. Le mouvement qu'elle avait initié prenait de l'ampleur, s'étendant au-delà des questions de genre pour aborder les inégalités systémiques à divers niveaux de la société. Un jour, alors qu'elle étudiait pour un examen important, Louise reçut un appel inattendu. C'était l'avocat d'Auguste Dubois. « Mademoiselle Martin, dit-il, son ton formel mais respectueux, « Monsieur Dubois aimerait vous parler. Il est désolé et souhaite faire la paix. » Louise sentit son cœur s'accélérer. L'idée de confronter à nouveau Auguste la remplissait d'anxiété, mais aussi d'une étrange curiosité. Était-il possible que l'homme qui avait causé tant de mal soit vraiment désolé? « J'ai besoin de réfléchir à cela, » répondit-elle, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. En raccrochant le téléphone, Louise se retrouva à une croisée des chemins. Accepter de parler à Auguste pourrait lui apporter une clôture à son traumatisme, mais cela risquait aussi de rouvrir d'anciennes blessures. Refuser pourrait être interprété comme un manque de compassion, ce qui allait à l'encontre de tout ce qu'elle prêchait dans son travail au Centre Renaissance. Ce soir-là, alors qu'elle berçait Maria pour l'endormir, Louise réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'ici et aux défis qui l'attendaient encore. Elle savait que sa décision de parler ou non à Auguste aurait des répercussions non seulement sur elle, mais potentiellement sur tout le mouvement qu'elle représentait. Avec Maria enfin endormie dans ses bras et Michel offrant son soutien silencieux, Louise se préparait à affronter peut-être le plus grand défi de son parcours jusqu'à présent.
Le chemin à venir était incertain, mais une chose était claire. La lutte pour la justice et l'égalité était loin d'être terminée. Le soleil se leva sur Paris, trouvant Louise déjà éveillée, ses yeux fixés sur la ville qui s'éveillait. La nuit avait été longue, remplie de réflexions profondes et de décisions difficiles. Après des heures de conversation avec Michel, sa famille et les conseillers du Centre Renaissance, Louise avait pris une décision. Elle irait voir Auguste Dubois à l'hôpital. « Es-tu sûre de toi ?» demanda doucement Michel, en posant une tasse de café devant elle. Louise hocha la tête, son expression mêlant détermination et appréhension. « C'est la bonne chose à faire. Pas pour lui, mais pour moi, et pour toutes les autres qui cherchent encore la paix. » À l'hôpital, Louise fut accueillie par une scène surréaliste. Auguste Dubois, l'homme autrefois si puissant et intouchable, gisait maintenant fragile et diminué dans un lit d'hôpital. Ses yeux, autrefois froids et calculateurs, étaient maintenant embués par l'âge et la maladie. « Louise, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Merci d'être venue. » Pendant un moment, Louise ressentit une vague d'émotions contradictoires, colère, pitié et même une étrange compréhension. Inspirant profondément, elle s'approcha du lit. « Monsieur Dubois, » commença-t-elle, sa voix ferme, « je ne suis pas ici pour offrir le pardon ou l'absolution, mais pour clore un chapitre. Ce que vous avez fait a changé ma vie et celle de nombreuses autres femmes. Mais aujourd'hui, je suis ici pour dire que nous ne laisserons pas vos actions définir notre avenir. » Auguste ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je sais que je ne mérite pas le pardon, » dit-il avec difficulté. « Mais je veux que tu saches que ce que tu as fait, le changement que tu as apporté, m'a fait réaliser l'erreur de mes actes. J'aurais seulement aimé m'en rendre compte plus tôt. » Louise écouta en silence, permettant au moment de se dérouler sans jugement. Lorsqu'Auguste eut fini de parler, elle dit simplement « Que vos dernières actions dans cette vie soient pour réparer le mal que vous avez causé. Pas pour moi, mais pour toutes les vies que vous avez affectées. » En quittant l'hôpital, Louise sentit comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle n'avait pas pardonné Auguste, mais elle avait trouvé une forme de paix avec son propre passé. Dans les semaines qui suivirent, la vie de Louise devint un tourbillon d'activités. Le projet de loi qu'elle avait défendu à l'Assemblée législative gagnait du terrain, et elle se retrouva à voyager à travers la France, donnant des conférences et rencontrant des législateurs. Pendant ce temps, la menace de voir son passé exposé se concrétisa. Un tabloïd sensationnaliste publia une série d'articles détaillant des scandales supposés de sa jeunesse, des relations tumultueuses, des difficultés financières et même des accusations infondées de petits délits. Mais Louise, renforcée par son parcours et soutenue par un réseau d'alliés, fit face aux accusations de front. Lors d'une conférence de presse historique, elle aborda chaque allégation avec honnêteté et courage. « Oui, j'ai commis des erreurs », déclara-t-elle, sa voix résonnant à travers les micros et les caméras. « J'ai lutté. Je suis tombée. Je me suis relevée. Mon histoire n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Et c'est cette réalité qui me permet d'être ici aujourd'hui, à me battre non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui affrontent des défis similaires. » Son honnêteté et sa vulnérabilité résonnèrent avec le public. Au lieu de détruire sa crédibilité, les révélations sur son passé ne firent que renforcer son image de leader authentique et accessible. Le projet de loi porté par l'élan du soutien public fut finalement adopté. Ce fut un moment de célébration non seulement pour Louise, mais pour des milliers de femmes à travers le pays dont les vies seraient positivement impactées par la nouvelle législation. Le jour de la promulgation de la loi, Louise se trouvait au palais du gouvernement, entourée d'alliés, d'amis et de familles. Lorsque la plume présidentielle toucha le papier, scellant l'approbation de la loi, la salle éclata en applaudissements et en larmes de joie. Ce soir-là, de retour au Centre Renaissance, une célébration improvisée prit place. Des femmes de tous âges et de tous horizons se réunirent pour célébrer non seulement la nouvelle loi, mais aussi l'esprit de solidarité et d'espoir qui avait grandi au fil des années. Dans un moment de calme pendant la fête, Louise se retrouva seule avec Maria, maintenant une fillette vive et curieuse de 5 ans. « Maman » demanda Maria, ses yeux brillants d'admiration, « quand je serai grande, est-ce que je pourrai être comme toi ?» Louise sourit, enlaçant sa fille. « Ma chérie, tu peux être tout ce que tu veux. Mais souviens-toi toujours, la véritable force réside dans l'aide aux autres, dans le fait de lever ta voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. » Alors que la nuit avançait,
Louise réfléchit à son parcours. De la jeune employée de maison effrayée à l'avocate respectée et activiste influente, elle avait parcouru un long chemin. Mais elle savait que la lutte était loin d'être terminée. Dans les années qui suivirent, Louise continua son travail infatigable. Le Centre Renaissance s'agrandit, ouvrant des antennes dans d'autres villes. Elle devint une figure proéminente en politique, utilisant sa plateforme pour défendre les droits des femmes et des minorités. Michel, son partenaire constant au fil des années, finit par la demander en mariage. Leur mariage fut une célébration non seulement de leur amour, mais aussi du triomphe de l'esprit humain sur l'adversité. 5 ans après l'adoption de la loi, Louise reçut une nouvelle qui la laissa émue. Elle avait été nominée pour un prix international des droits de l'homme. La cérémonie de remise des prix aurait lieu à Genève, en Suisse. Sur la scène à Genève, devant un public international, Louise regarda la foule et vit des visages de toutes les couleurs et de toutes les nationalités. Elle vit l'espoir, elle vit la lutte, elle vit la détermination. « Ce prix, commença-t-elle son discours, n'est pas pour moi. Il est pour chaque femme qui a eu le courage de se lever et de dire « plus jamais ». Il est pour chaque survivante qui a transformé sa douleur en force. Il est pour chaque allié qui a choisi de se tenir à nos côtés dans la lutte pour la justice. » Alors que les mots de Louise résonnaient dans la salle, des caméras transmettaient la cérémonie en direct dans le monde entier. À Paris, au Centre Renaissance, des dizaines de femmes regardaient avec des larmes aux yeux, voyant en Louise le reflet de leur propre lutte et victoire. En concluant son discours, Louise regarda directement la caméra, sachant que son message atteindrait des millions de personnes. « La route est encore longue, dit-elle, sa voix pleine d'émotion et de détermination. Mais ensemble, unis dans la solidarité et l'espoir, il n'y a aucun défi que nous ne puissions surmonter. L'avenir nous appartient à toutes. » Alors que le public se levait dans une ovation tonitruante, Louise ressentit une profonde sensation d'accomplissement. Son combat personnel s'était transformé en un mouvement global, inspirant des changements et donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence pendant trop longtemps. De retour en France, Louise fut accueillie comme une héroïne. Mais pour elle, le véritable travail continuait. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles histoires, de nouvelles opportunités de faire la différence. Et ainsi, Louise Martin, employée de maison, survivante, avocate, activiste, mère et leader, poursuivit son chemin. Son histoire, autrefois une narration de douleur et d'injustice, était devenue un phare d'espoir et de changement, illuminant la voie vers un avenir plus juste et égalitaire.